perdre la totalité de ce que l'on a bâti est plus qu'une simple douleur. C'est être arraché à l'image de soi que l'on s'était forgé. Stéphane Durand a dû intégrer cette cruelle réalité à 52 ans, le jour où Valérie, son ex-épouse, s'est emparée de la maison, de l'épargne, ne lui laissant qu'une vieille Renault 4 et leur fille. Au comble du désespoir, cherchant un nouveau départ, il a fait l'acquisition d'un domaine à l'abandon dans un hameau perdu de Provence pour €1 symbolique. Les gens du pays propageaient des rumeurs inquiétantes sur l'ancienne propriété, mais Stéphane était à court de solutions. En restaurant une cave à vin en piteux état, il mit au jour un coffret de fer cadenassé, dissimulé sous une trappe secrète. Son contenu allait tout changer. Non seulement le passé du domaine, mais également son propre avenir. Quel secret renfermait donc ce coffret, capable de transformer sa destinée? Les mains de Stéphane étaient parcourues de tremblements alors qu'il extirpait le lourd coffret de fer de sa cachette, sous la trappe gondolée de la cave. Le métal était glacial, chargé du poids des ans et des secrets. La corrosion avait attaqué les angles, mais la serrure demeurait inviolée, aussi solidement fermée que le jour de son enfouissement. Il le hissa vers la lumière faiblissante de l'après-midi et le déposa sur la terrasse en bois vermoulu de ce qui était devenu, contre toute attente, son foyer. La maison de campagne semblait ployée sous les assauts du Mistral, à l'image d'un vieil homme trop fourbu pour se redresser. La peinture, qui s'écaillait sous l'effet des étés caniculaires, avait depuis bien longtemps cédé aux assauts du temps, laissant apparaître un bois brut, délavé par le soleil jusqu'à arborer la teinte d'un os blanchi. Les volets pendaient de travers, et la toiture de tuiles anciennes laissait entrevoir le ciel par endroits. C'était bien peu de choses, mais Stéphane, lui aussi, ne se sentait plus être grand-chose. Dans le coffret, protégé par une toile enduite que le temps avait rendue friable, se trouvaient les fragments d'une autre existence. Un carnet de cuir, aux pages jaunies et délicates. Des clichés photographiques virés au sépia, révélant des visages inconnus de Stéphane. Des décorations militaires, une croix de guerre, une médaille militaire, dont les rubans conservaient un éclat surprenant. Des documents officiels, maintes fois pliés et usés. Et, tout au fond, comme pour une ultime protection, une liasse de lettres nouées d'une ficelle. Stéphane s'empara d'abord du carnet. Le cuir se fendilla sous ses doigts, exhalant une odeur de papier ancien, de poussière, et d'autres choses encore, cette fragrance si singulière d'une vie mise en conserve. Sur la première page, une écriture appliquée, appartient à Jean Moreau, 1952. Ce nom n'évoquait rien pour Stéphane, mais la date, si. 70 ans plus tôt, ce coffret avait été dissimulé avec un soin méticuleux. Restait à savoir pourquoi. Il reposa le carnet pour examiner les photographies. Un jeune militaire au regard grave et à la mâchoire volontaire. Le même homme, plus âgé, aux côtés d'une femme au regard doux. Le couple posant devant cette exacte demeure. À une époque où elle était neuve et resplendissante, où la terrasse était intacte et la peinture fraîche, où c'était une vraie maison, et non une simple carcasse au croisement du désespoir et de la géographie. Stéphane entendit le bruit sec de la portière de la Renault 4. Manon, sa fille, quitta le véhicule avec une lenteur calculée, celle de quelqu'un qui s'efforce d'ignorer le lieu où elle se trouve et la tournure qu'a prise leur existence. À 16 ans, elle maîtrisait à la perfection l'art de la rancune muette. Elle traversa la cour poussiéreuse sans lui jeter un regard, son smartphone agrippé tel un fétiche la reliant à un univers qu'on l'avait contrainte à abandonner. « J'ai trouvé un truc », lança Stéphane. Manon s'immobilisa au pied des marches de la terrasse, mais ne leva pas la tête. « Super. D'autres saloperies venant de la vie pourrie de quelqu'un d'autre. » Les mots le blessèrent, mais Stéphane avait appris à ne pas le montrer. La colère de sa fille était légitime. C'est lui qui l'avait provoquée. 25 années de mariage évaporées, non pas dans un cataclysme, mais par l'usure progressive de petites concessions. Valérie avait agi avec patience et méthode. D'abord, la comptabilité de la société. Elle a toujours été plus douée pour les chiffres, prétendait-elle. Ensuite, la maison, enregistrée à son seul nom pour des avantages fiscaux, affirmait-elle. Puis les comptes bancaires séparés, les soirées de travail qui s'éternisaient, un fossé qui s'est creusé jusqu'à ce que Stéphane se réveille un matin, se sentant comme un intrus dans sa propre vie. Le divorce fut une opération de démolition contrôlée. L'avocate de Valérie, une femme distinguée dans des tailleurs onéreux, avait méthodiquement déconstruit l'univers de Stéphane. La maison? L'acte notarié portait le nom de Valérie. La société?
Elle avait archivé la moindre décision financière, chaque emprunt, chaque devis, montant un dossier qui le dépeignait comme incapable de gérer ses affaires. L'épargne? Mystérieusement, la quasi-totalité avait été transférée sur des comptes auxquels il n'avait pas accès. Il était resté là, dans le bureau de son propre conseil, un homme las qui semblait résigné avant même la bataille, à écouter le récit du partage de sa vie comme s'il s'agissait d'une vente aux enchères post-mortem. Manon resterait principalement avec Valérie. Stéphane bénéficierait de droits de visite strictement encadrés. Il conserverait son outillage, sa vieille Renault, et le privilège de verser une pension qu'il peinait à assumer. Vous pouvez faire appel, lui avait soufflé son avocat, sans grande conviction. Mais la procédure est coûteuse, et pour être honnête, Monsieur Durand, vu la solidité de son dossier. Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Stéphane avait saisi. Il s'était fait berner par une personne qui avait tout orchestré bien avant qu'il ne réalise qu'une partie se jouait. Son entreprise de bâtiment fit faillite peu après. Sans la supervision de Valérie, il devait bien reconnaître son talent dans ce domaine. Les contrats se raréfièrent, les rentrées d'argent se firent attendre, les fournisseurs s'impatientèrent. Stéphane avait bien tenté de sauver les meubles, mais on ne peut pas construire une maison quand on dort dans sa voiture en étant harcelé par les créanciers. En l'espace de 6 mois, il avait mis la clé sous la porte et bradé son matériel pour éponger les dettes les plus pressantes. Toucher le fond avait une localisation précise, le parking d'un bricomarché à Lyon, où Stéphane passait ses nuits sur la banquette de sa voiture, se demandant comment un homme pouvait trimer toute sa vie pour finir démuni. C'est là qu'il vit l'annonce. Il était tard, il parcourait les sites sur son téléphone faute de trouver le sommeil, quand il tomba sur un forum immobilier. L'annonce était presque une boutade. Ancien domaine provençal, vendu en l'état. 1 euro plus la prise en charge des impôts impayés. Les clichés illustraient une scène de désolation, une grange en ruine, les restes d'un moulin, une bâtisse qui semblait sur le point de s'effondrer. Mais Stéphane perçut autre chose. Il y vit un lieu suffisamment isolé de Lyon pour que les décombres de son ancienne vie ne puissent l'atteindre. Il y vit des murs à rebâtir, des installations à remettre en état, des défis à relever pour qui voulait bien s'en donner la peine. Il y vit un refuge loin de la compassion et des critiques, et de l'humiliation de croiser des gens qu'il avait jadis estimés. Et surtout, il y vit un prix à sa portée. Les arriérés s'élevaient à 8 000 euros. Stéphane disposait de 9 000 euros exactement, le reliquat de la vente de son équipement. L'opération allait le laisser sans un sou. Mais quelle alternative avait-il? Dormir dans une voiture n'était pas une existence. Ce n'était même pas de la survie. C'était une simple attente. Dès le lendemain matin, il contacta le service du cadastre. La fonctionnaire parut étonnée de son intérêt. « Monsieur, je me dois de vous informer que la propriété est dans un état lamentable. Elle est abandonnée depuis presque 20 ans. Pas de raccordement. Le puits est sûrement tari. Quant à la fosse septique, c'est un mystère. »« Je suis bricoleur », avait répondu Stéphane. « C'est très isolé. Le premier village est à 40 minutes. Il n'y a rien d'autre que le vent et les sangliers. Cela ne me pose pas de problème. » Un silence s'installa. « Très bien, si vous êtes certain, les documents pourront être prêts en fin de semaine. » Le plus dur fut de l'annoncer à Manon. Ils se donnèrent rendez-vous dans un bistrot. Terrain neutre. Selon les conditions de Valérie. Sa fille arriva, l'air de vouloir être partout sauf là. Elle avait tant changé depuis son départ. Elle avait grandi, mais s'était aussi endurcie. La candeur de l'enfance s'était évanouie, remplacée par le regard d'une étrangère qu'elle se sentait contrainte de fréquenter. « Je pars », annonça-t-il une fois leur commande passée. « En Provence. » Manon le fixa. « Tu quoi ? » ?»« J'ai trouvé un endroit. Un domaine. C'est une ruine, mais c'est un nouveau départ. » « Tu es sérieux ? Tu vas te reconvertir dans la lavande, maintenant ? » Le sarcasme dans sa voix était glacial. « Je vais rebâtir quelque chose. Quelque chose de solide. » « Solide ? » Elle eut un rire bref et amer. « Comme tu as solidifié notre famille ? Comme tu as maintenu l'entreprise à flot ? » Manon. Maman avait raison. Tu es un fuyard. Dès que les choses se compliquent, tu prends la tangente. Il encaissa le coup.
laissa cette accusation rejoindre la longue liste de ses échecs. Puis il prononça la phrase qu'il avait mûrie des dizaines de fois en venant au bistrot. « Je veux que tu viennes. » Un long silence. Manon le dévisagea comme s'il s'exprimait dans une langue inconnue. « Il y a de la place. Tu auras ta chambre. Il y a un lycée à la sous-préfecture. Ce n'est pas Lyon, c'est sûr, mais c'est une occasion de tout recommencer, pour tous les deux. C'est une blague. Je sais que c'est beaucoup demandé. Beaucoup demandé? Papa, tu veux que je plaque mes amis, mon lycée, toute ma vie, pour m'enterrer au milieu de nulle part avec toi dans une bicoque qui n'a même pas Internet? Il y aura Internet, promit-il, sans en avoir la moindre certitude. Manon se leva d'un bond. C'est hors de question. Pourtant, Valérie, par une décision que Stéphane peinait encore à comprendre, donna son accord. Était-elle lassée de son rôle de mère seule? Voulait-elle que Manon constate par elle-même l'étendue du désastre paternel? Ou peut-être, et cette idée le hantait parfois la nuit, Valérie avait-elle perçu que sa fille avait besoin de quelque chose qu'elle ne pouvait lui offrir? Un père, non pas brillant ou admiré, mais simplement là, qui essayait. Manon vint donc, la rage au cœur, avec 2 valises et le silence obstiné de celle qui compte les jours avant de pouvoir s'échapper. Le voyage depuis Lyon dura 6 heures. Au début, Stéphane tenta de briser la glace, lui montrant le paysage, évoquant les villages traversés, lui exposant ses projets pour le domaine. Manon se contenta de marmonner, son téléphone formant un rempart entre eux. Au bout de 3 heures, Stéphane renonça, laissant les paysages défiler dans un silence seulement troublé par le moteur de la Renault et le sifflement du vent. Lorsqu'ils arrivèrent devant le domaine, les premiers mots de Manon en 150 km furent « Tu te fiches de moi ». Stéphane ne lui en voulut pas. Sous la lumière crue de la fin de journée, le lieu était encore plus sinistre que sur les photos. La maison penchait dangereusement. La grange était à moitié écroulée, sa charpente à nu. Les herbes folles avaient conquis la cour, et la clôture n'était plus qu'une ligne de poteaux de guingois. Il y a du boulot, concéda Stéphane. Il faut surtout une démolisseuse. Ils s'installèrent malgré tout, faute d'autre endroit où aller. Stéphane vida une chambre pour Manon, évacuant des années d'encombrant et décrassant les murs et le sol. Il monta son lit, déniché dans un dépôt-vente de la sous-préfecture, et l'aida à vider ses valises sous son regard furieux. Sa propre chambre était minuscule, juste assez grande pour un lit pliant et son matériel. Il passa la première nuit les yeux ouverts, à l'écoute des craquements de la vieille bâtisse, se demandant s'il venait de commettre la pire erreur de sa vie ou de prendre enfin une bonne décision. La voisine, Monique Dubois, se matérialisa le lendemain matin, surgissant de la garrigue. Elle était petite, voûtée par l'âge, mais son regard était perçant tandis qu'elle jaugeait Stéphane depuis la limite du terrain. « C'est donc vous le fou qui a racheté ça » lança-t-elle sans détour. « Oui, madame. » Stéphane Durand. Monique Dubois. « Ma maison est à 1 kilomètre à l'est. » Son regard balaya la maison. Quelle tristesse. C'était une si belle propriété autrefois. Vous avez connu les anciens propriétaires? Une ombre passa sur son visage, un mélange de douleur et de souvenirs. Il y a très longtemps. Avant la catastrophe. Elle le fixa avec une insistance troublante. Qu'est-ce qui pousse un homme à venir s'enterrer ici pour 1 euro et beaucoup d'illusions? Un nouveau départ, répondit Stéphane. Monique opina lentement. Parfois, c'est ce qu'un lieu peut offrir. Et parfois, c'est tout autre chose. Elle fit demi-tour, puis s'arrêta. Un dernier conseil, monsieur Durand. Si vous tombez sur des choses, de vieilles choses, laissez-les où elles sont. Il y a des histoires qu'il vaut mieux ne pas déterrer. Sur le moment, Stéphane avait cru qu'elle faisait allusion à un trésor caché, une de ces légendes locales que les anciens aiment à raconter. Mais maintenant, face au coffret et à son contenu, il se demandait ce que Monique savait réellement. Stéphane rouvrit le carnet avec précaution. La première note était datée du 15 mars 1952. Association lancée avec Pierre aujourd'hui. Papier signé au village. 50-50e, comme convenu. Pierre est convaincu que nous allons bâtir un empire ici. Il dit que cette terre a un potentiel que peu de gens voient. Je lui fais confiance. Il a le sens des affaires, c'est certain. À nous deux, nous ferons de ce domaine un lieu d'exception. Le style était assuré, plein d'optimisme.
Stéphane reconnut ce sentiment. Il l'avait éprouvé lui aussi, au lancement de son entreprise, persuadé que le travail et l'intégrité étaient les clés du succès. Il feuilleta les pages suivantes. Des notes sur l'achat de bétail, la réparation des clôtures, la gestion de l'eau, le quotidien de celui qui bâtit à partir de rien. Mais au fil des mois, le ton changea. De légères inquiétudes firent leur apparition. Pierre multiplie les voyages en ville. Il dit rencontrer des investisseurs, développer le réseau de vente. Il reste très vague. Il me demande de lui faire confiance pour la partie commerciale et de me concentrer sur le domaine. Plus loin. J'ai noté des écarts dans le comptage des bêtes. Pierre met ça sur le compte d'une erreur administrative, mais j'ai recompté. Il manque au moins 20 têtes par rapport au registre. Et encore plus loin. J'ai parlé à Pierre du bétail manquant. Il s'est emporté. M'a accusé de douter de lui. C'est peut-être le cas, mais quelque chose cloche. Des sommes sortent qui ne correspondent pas aux rentrées. Stéphane leva les yeux du carnet. Le soleil plongeait à l'horizon, embrasant la campagne provençale de teinte cuivrée. Manon était rentrée, sans doute dans sa chambre pour se plaindre de sa vie à ses amis. Mais Stéphane restait sur la terrasse, absorbé par les écrits de Jean Moreau, y voyant le reflet de sa propre histoire. Une confiance trahie. La découverte progressive qu'une personne en qui l'on croit vous spolie. La colère et l'incompréhension face à une confrontation qui ne mène qu'à l'hostilité. Les époques et les détails différaient, mais la trahison était la même. Il continua sa lecture jusqu'à ce que la pénombre l'oblige à forcer sur ses yeux. Les notes du carnet s'assombrissaient. Jean avait mis le doigt sur quelque chose de grave, quelque chose qu'il avait pris soin de consigner en détail. Mais le carnet s'interrompait brutalement, au milieu d'une phrase, comme si son auteur avait été dérangé pour ne jamais revenir. La dernière entrée, datée du 12 octobre 1953, demain, j'affronte Pierre avec toutes mes découvertes. J'ai les preuves. Des documents qu'il ne pourra pas justifier. S'il refuse de réparer ses torts, j'irai voir les autorités. Ce domaine est aussi le mien. Mon nom est sur les papiers. Je ne le laisserai pas me voler. Monique me conseille la prudence. Elle dit que Pierre devient dangereux quand il est acculé. Mais que faire d'autre? Un homme doit se battre pour ce qui est juste, même si le prix est élevé. La note s'arrêtait là. Sans signature, sans conclusion. Juste un point final abrupt. Stéphane referma le carnet et resta assis dans le crépuscule. Au loin, le cri d'un renard déchira le silence. Le vent s'engouffrait dans la grange délabrée avec un bruit de souffle rauque. Il pensa à Jean Moreau, qui avait fait confiance à la mauvaise personne et l'avait payé cher. Il pensa au coffret, si bien caché, comme si Jean avait su qu'il n'aurait pas d'autre occasion de raconter son histoire. Il songea au nouveau départ, se demandant s'ils étaient vraiment possibles ou si le passé finissait toujours par vous rattraper. La lumière s'alluma dans la chambre de Manon. Sa fille, prisonnière d'une vie qu'elle n'avait pas voulu, en colère contre un père qui n'avait su la préserver. Demain, il commencerait les travaux. Il réparerait, reconstruirait. Il ferait de ce domaine en ruine un lieu habitable. Pour prouver à Manon, et à lui-même, que repartir à zéro, ce n'était pas juste fuir. Mais ce soir, il restait là, avec le journal d'un mort, à se demander ce que Jean Moreau avait découvert, et si certains fantômes exigeaient qu'on leur rende justice. Le coffret de fer gisait à ses côtés. Il l'explorerait demain. Ce soir était consacré à la lecture, aux souvenirs, et à la prise de conscience qu'il n'était pas le premier à tout miser sur un coin de Provence. Stéphane saisit une des photos. Jean et la femme, jeunes, heureux, l'avenir devant eux. Il sentit le poids du temps, des pertes, des vies qui déraillent. Il était venu pour un nouveau départ. Il avait peut-être trouvé autre chose. Un mystère à résoudre, une responsabilité à assumer, la chance de terminer ce qu'un homme de bien avait commencé 70 ans plus tôt. Le vent redoubla de violence, faisant grincer la terrasse. Stéphane rangea méticuleusement le contenu du coffret et le mit à l'abri à l'intérieur. Demain, il se mettrait au travail. Mais cette nuit appartenait à Jean Moreau et à l'histoire qu'il avait voulu transmettre.